Bonsoir, il est 18h si vous nous suivez en direct comme chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. Nouvelle édition du journal de la rédaction et voici les titres pour aujourd'hui. Afin de débuter au mieux les distributions alimentaires, les associations organisent des collectes en ce moment dans les supermarchés. C'était le cas ce week-end dans les Yvelines pour le Secours populaire. Préparer les jeunes au monde du travail, objectif de la journée école-entreprise qui vient de se tenir au lycée Villaroy de Guyancourt. Et puis 5 millions d'accidents corporels surviennent chaque année dans les logements. Ils provoquent plus de décès que ceux de la route. La maison des parents à Trappes propose une semaine de prévention. Le froid est bien présent, la neige pas encore, mais les pouvoirs publics se préparent. Ainsi, le Conseil général des Yvelines lance aujourd'hui son plan de viabilité hivernale sur les routes du département. Jusqu'au 16 mars, 122 agents de la direction des routes et des transports vont surveiller la météo et le réseau afin de réagir au plus vite. 37 agents sont d'ailleurs en astreinte. 24 heures sur 24, 3800 tonnes de sel sont stockées sur l'ensemble des dépôts. L'an dernier, 90 interventions seulement nécessaires. L'hiver a été plutôt doux. Comme chaque année, donc, le Secours populaire des Yvelines se mobilise. L'antenne de Trappes organisait ce week-end une collecte alimentaire dans un supermarché de Guyancourt. Toute la journée, les bénévoles se sont relayés pour réunir les denrées nécessaires pour les familles qui fréquentent l'antenne de Trappes. Mélanie Poquet et Anthony Reich. Des flyers comme liste de courses et des denrées bien précises à collecter. De l'huile, du chocolat en poudre. Les bénévoles pensent aussi à l'approche de Noël. C'est des familles qui ont moins de 10 € par jour et par personne pour vivre. Nous avons un certain nombre de familles que nous aidons le plus régulièrement possible, on va dire, à peu près une fois par mois. Plus d'une cinquantaine de familles est concernée sur Trappes et la demande se fait de plus en plus pressante pour pouvoir les aider une fois par mois. Aujourd'hui, le chariot se remplit assez vite. C'est naturel, je sais pas, depuis que je suis enfant, je fais toujours comme ça et puis voilà, c'est normal, on aide. C'est le côté plus concret qui effectivement me plaît dans le principe, et puis on fait ses courses, on prend et puis on n'a qu'à déposer, on n'a pas, voilà, ça vient à nous en plus, du coup on n'aime pas se poser de questions, c'est plus simple quoi. Un appel entendu par les clients de ce supermarché, la distribution aura lieu à la mi-décembre. Éducation, le lycée, période déterminante pour les élèves, c'est à ce moment qu'ils doivent choisir leur orientation professionnelle. Afin de les aider sur cette problématique, a lieu en ce moment la 15e édition de la semaine école-entreprise dans les Yvelines. Dans ce cadre, différentes initiatives, différentes rencontres organisées comme des visites d'entreprise ou encore des présentations de métiers d'avenir au lycée de Villaroy. C'est l'apprentissage qui est mis en avant par le CFA de Lorozois à Guyancourt. Florane Parfait et Elodie Moine. L'apprentissage, ces élèves en ont très peu entendu parler. Ils sont en première générale au lycée Villaroy à Guyancourt et cette filière ne fait pas partie de leur priorité post-baccalauréat. C'est pourquoi l'Institut de formation par alternance de Lorozois présente ses BTS domotique, numérique ou électrique aux lycéens. Ça a l'air intéressant à faire, ça doit être une bonne expérience j'imagine, mais j'ai pas trop envie de faire ça. Je pensais faire une prépa maths sup, maths spé et une école d'ingénieur. Oui, ça m'a intéressé, même si j'avais déjà, je sais ce que je vais faire plus tard. C'est bien de savoir d'autres filières possibles qu'on peut faire. Dans le cadre de la semaine école-entreprise, un des enjeux est de valoriser les formations à caractère professionnel. À l'IFA de Lorozois, plus de 80% des jeunes en alternance ou en apprentissage sortent diplômés et près de 90% trouvent un emploi à la fin de leur cursus. Si ces formations ont du mal à séduire, elles ont pourtant des arguments. Là, ils pensent tous poursuivre dans le traditionnel, mais dans un an, ils vont commencer à réfléchir sur l'alternance, ce que c'est, la rémunération, les avantages, les inconvénients de chacun des deux côtés, que ce soit de l'apprentissage ou du traditionnel. On est encore avec des mentalités qui pensent que l'apprentissage n'est pas une formule intéressante et où on envoie en fait les personnes qui n'ont pas des niveaux intéressants. C'est faux puisqu'on a quand même des partenariats avec les universités, partenariats avec de grandes écoles, on a des écoles d'ingénieurs, donc on n'envoie pas quand même des jeunes qui n'ont pas de niveau sur ces formations. L'alternance et l'apprentissage, des moyens de rapprocher un peu plus les élèves du monde de l'entreprise. L'année dernière, plus de 800 jeunes et enseignants s'étaient inscrits aux rencontres école-entreprise. Ils sont 1900 cette année.
Éducation, emploi, toujours avec ce forum de la réussite proposé à Magny-les-Hameaux ce samedi, des ateliers pour présenter différents métiers, des séances pour aiguiller les jeunes présents, leur apprendre à réaliser des lettres de motivation ou encore des CV par exemple. Un forum presque comme les autres, sauf qu'il était organisé, ce n'est pas courant, par des élus de l'opposition de Magny-les-Hameaux, une promesse de campagne, explique Aurore Berger. C'est absolument pas un forum militant. On l'organise nous, ça a été monté à titre bénévole par des membres de l'équipe, des gens qui sont spécialistes des questions de ressources humaines notamment. Moi, ma motivation est vraiment beaucoup autour des jeunes et pour les aider avec les compétences que l'on peut mettre en place autour de ça et pour eux. Après, je suis contente que ça se passe dans le cadre de Magny Nouvelle Énergie, mais si ça s'était passé dans un cadre hors politique, je pense que j'aurais mis la même énergie. Comme j'ai un rendez-vous lundi à l'AFPA, je me suis dit que c'était un bon entraînement un petit peu avant cet entretien. Mon CV, je vais sûrement le refaire, le retravailler avec les conseils qu'ils m'ont donnés. Je pense que je serai sûrement prêt pour lundi. L'équipe de Magny Énergie qui souhaite organiser d'autres rendez-vous de ce type, également des conférences sur des sujets, assure Aurore Berger, qui ne seront pas politiques. Et politique, justement, Valérie Pécresse juge que l'abrogation de la loi sur le mariage homosexuel n'est pas humainement réaliste. La députée des Yvelines a néanmoins estimé que la loi devait être réécrite sur les questions de filiation, que des écrous forts devaient encadrer la gestation et la procréation pour autrui. Une déclaration qui fait suite aux propos de Nicolas Sarkozy lors d'un meeting. Il a déclaré ce week-end vouloir abroger la loi Taubira. Valérie Pécresse qui maintient son soutien à Nicolas Sarkozy pour devenir le président de l'UMP le 29 novembre, mais qui se démarque donc sur ce sujet. Celle qui dirige la formation dans les Yvelines a par ailleurs affirmé que c'est Bruno Le Maire qui incarnait le renouveau. On laisse la politique de côté pour s'intéresser aux accidents domestiques. Il y en aurait chaque année 5 millions. Près de la moitié des visites, près de la moitié de ces accidents se traduisent par des visites aux urgences et parfois par des décès, un peu plus de 10 000. Les jeunes enfants, les personnes âgées sont les premières victimes. Et alors que s'ouvre à Trappes une semaine de sensibilisation, nous sommes allés à votre rencontre pour entendre vos témoignages, tout simplement. Avec la cuisine et en particulier avec les genres cocottes minutes et autres. Pour les enfants, je dirais l'absorption de produits ménagers. Glisser sur l'escalier, je dirais. C'est les casseroles et puis les gamins qui se font tomber dessus, de l'eau chaude ou de l'eau bouillante. Pour les enfants, peut-être les problèmes de cuisinière. Personnes âgées, c'est plutôt les chutes. Avec les enfants, c'est à l'accès aux médicaments ou aux produits ménagers. Les brûlures au niveau des enfants, au niveau de la cuisinière. C'est certainement la salle de bain. Alors pourquoi les glissades. Et dans le cadre de la semaine de sensibilisation qui s'ouvre donc à Trappes, il y a un appartement pédagogique qui a été présenté aujourd'hui. L'une de nos équipes était présente. Reportage de Mélanie Poquet. Ça s'appelle un arrêtoir. C'est une espèce de petite chaîne qu'on accroche de chaque côté des battants de la fenêtre. Et le gamin, il ne peut pas le décrocher. Votre fenêtre, elle ne s'ouvrira pas plus que ça. Fer à repasser qui refroidit, meubles trop proches des fenêtres ou encore téléphone qui sonne à l'heure du bain des enfants. Toutes ces situations de la vie quotidienne peuvent se révéler être un danger. Pour les accidents de la vie courante, c'est la sphère privée. Et du coup, on en parle un petit peu moins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est à 11 millions de blessés par an, plus ou moins graves, et 19 000 morts. 50% des accidents de la vie quotidienne ont lieu dans la maison, à cause de chutes, de brûlures ou de noyades. Alors, cette vingtaine de femmes, la plupart mères de famille, est attentive. Carnet à la main, elles ne perdent pas une miette des conseils de Daniel Tronche, diffusés dans le cadre de la semaine de prévention à Trappes, avant de visiter cet appartement pédagogique pour y déceler les erreurs à ne pas commettre. J'ai pris beaucoup de choses pour le danger, pour tout ça, pour la cuisine, pour les enfants. Il ne faut pas laisser traîner les prises par terre. C'est important pour la sécurité de la maison, pour les enfants, pour les grandes personnes aussi. On en a ça chez nous, on a besoin pour savoir de plus en plus. Si l'on pense souvent aux enfants comme victimes, les adultes sont aussi concernés, et principalement les personnes de 75 ans et plus. Sans pour autant voir du danger partout, le principe c'est de prévenir pour que la maison reste un lieu accueillant. Les avocats en grève demain et mercredi à travers la France. Le barreau de Versailles a décidé ce matin en Assemblée Générale de rejoindre ce mouvement. Nous sommes en ligne avec le bâtonnier Frédéric Landon. Bonsoir.
Bonsoir. Votre contestation qui porte sur plusieurs projets de loi du gouvernement, globalement, on peut aussi dire que c'est la peur de la perte de votre indépendance qui vous inquiète. Il existe un projet actuellement de réforme qui autoriserait l'ouverture du capital des cabinets d'avocats aux entreprises. C'est ça le point qui vous inquiète le plus aujourd'hui ? Alors, c'est plusieurs points qui sont insérés dans ce qu'on appelle le projet de loi Macron, qui est un projet de loi qui a été élaboré sans aucune concertation avec la profession d'avocat et qui, à nos yeux, est une escroquerie intellectuelle puisqu'on essaye de faire croire que les mesures envisagées permettraient de redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Alors, il y a 4 points qui posent difficulté. D'abord, c'est ce qu'on appelle la suppression de la territorialité de la postulation. Ça veut dire, pour parler simplement, d'avoir recours auprès d'un avocat du CRU, par exemple à Versailles, d'avoir recours à un avocat du barreau de Versailles pour certaines procédures. Si c'est remis en cause, ça va créer ce qu'on appelle des déserts judiciaires un peu partout en France. Et il n'y aura plus de proximité pour les concitoyens, donc d'avoir recours à des avocats du CRU qui pourront répondre à leurs demandes. Le deuxième point, c'est la création d'un statut d'avocat salarié en entreprise, qui est pour nous totalement impossible, puisque c'est contraire au principe d'indépendance de notre profession. Un avocat salarié d'un entrepreneur ne peut pas être indépendant dans sa mission. Et troisième point que vous avez déjà évoqué, c'est l'ouverture du capital des sociétés d'avocats, des capitaux extérieurs. Donc ça veut dire que ça peut être des financiers, des assureurs, des banquiers, je ne sais qui. Et là, c'est une remise en cause de l'indépendance de l'avocat, puisqu'il dépendrait de la volonté de ceux qui détiendraient de ces capitaux. Donc tous ces éléments-là font que les avocats sont en grève. Le barreau de Versailles a rejoint ce mouvement, mais dès la semaine dernière, et nous serons donc en grève totale mardi et mercredi prochain. Et pour la première fois de notre histoire, nous n'assurerons pas les missions de service public, notamment liées à la contentieux de la détention. Donc il n'y aura strictement aucun avocat à l'audience, donc il n'y aura pas de justice les mardis et mercredis prochains au barreau de Versailles. Pour revenir sur les différentes revendications que vous avez, les différents points que vous avez exposés tout à l'heure, je m'attarde juste une fois de plus sur cette question de réforme et de l'ouverture du capital des cabinets. Ça veut dire que ce que vous craignez, comme d'autres de votre collègue qui l'ont déjà exprimé, c'est qu'aujourd'hui on soit après, si cette réforme passait, plus dans une recherche de profit, que le système judiciaire cède aux sirènes de la finance. C'est ce qu'on entend parmi les avocats. Ah ben exactement, ça serait une activité économique comme une autre, alors que l'avocat n'est pas un acteur économique comme un autre. C'est une profession libérale et indépendante et qui notamment assure des missions de service public. Et nous sommes une profession libérale indépendante. Et l'indépendance est quelque chose de très important. Nous avons donc la maîtrise sur la structure de nos cabinets, c'est nous qui en décidons. Et si nous ne détenons plus les rênes financières, eh bien l'avocat ne sera plus du tout indépendant. Je voudrais simplement rebondir. On nous fait le reproche d'être une profession archaïque. C'est une contre-vérité. Il n'y a pas une profession réglementée qui se soit autant modernisée en 10 ans. Nous sommes totalement adaptés à la loi du marché, nous sommes ouverts. Nous ne sommes pas une profession qui est fermée puisque nous sommes tout à fait ouverts à la concurrence. Je vous rappelle qu'il y a 2 conditions pour devenir avocat. Il faut avoir un diplôme et des conditions de moralité. Il n'y a strictement aucun numerus clausus. Autre difficulté, c'est qu'en remettant en cause le recours à un avocat auprès du tribunal en question, ça va remettre en cause la solidité de nos cabinets sur le plan économique, mais aussi l'existence même des ordres. Et nous considérons qu'il n'y a pas d'avocat efficace, indépendant et libre s'il n'est pas adossé à un ordre local. Voilà tout ce qui fait que nous sommes tout à fait en colère et une fois de plus, nous ne supportons pas le mépris avec lequel les pouvoirs publics nous traitent, puisque ce projet de loi de Macron dont on parle, eh bien, n'a jamais fait l'objet d'une concertation et notamment il n'y a pas eu du tout d'étude d'impact par rapport aux mesures qui sont envisagées. Donc il faut comprendre que lorsque les avocats cessent de travailler dans ces conditions, c'est que c'est vraiment des conditions parce qu'il y a une exigence importante et qu'il y a une revendication. Et ce que nous menons comme combat, c'est avant tout un combat dans l'intérêt de nos concitoyens. Bien sûr pour nous, parce qu'on souhaite continuer ce métier, mais c'est un métier qui n'avons pas de clients qui est sans intérêt. Donc c'est pour nos concitoyens que nous menons ce combat. Et il se terminera en fin de semaine par un très grand rassemblement à Versailles. Au départ, ce rassemblement devait regrouper simplement les avocats des barreaux du ressort, c'est-à-dire Chartres, Pontoise, les Hauts-de-Seine et Versailles, mais d'autres barreaux d'Île-de-France souhaitent venir à Versailles vendredi prochain matin. Donc je pense qu'il y aura un très grand nombre d'avocats à Versailles pour manifester leur mécontentement. Et notre objectif, pour clore mon propos, c'est premièrement d'obtenir le retrait du projet Macron. On ne peut pas légiférer dans des conditions pareilles, et deuxièmement, imposer au pouvoir public de bien vouloir discuter d'une vraie réforme d'aide juridictionnelle.
C'est un projet que nous attendons depuis plus de 15 ans et malheureusement les pouvoirs publics ne respectent pas leurs paroles. Une dernière question néanmoins avant de clore votre propos concernant, et vous l'avez dit en préambule, cette volonté du gouvernement de rendre la justice plus accessible. C'est l'argument qui est avancé en diminuant les coûts. Vous parliez de l'aide juridictionnelle notamment sur son financement. Aujourd'hui, il y a des réformes à faire. Quelles sont vos propositions ? Nos propositions, elles sont très claires, notamment sur le fonctionnement de la justice. On est prêt à participer à une justice du XXIe siècle. On nous a fait travailler en début d'année sur le chantier ouvert par Mme Taubira. On a fait plein de propositions tendant à l'amélioration du fonctionnement de la justice, notamment sur des voies qui permettent d'éviter un contentieux, la médiation, des choses comme ça. Les propositions ont été faites. On a proposé notamment ce qu'on appelle l'acte de signature juridique, qui est un acte d'avocat qui permet de faire un acte de procédure. Donc toutes ces propositions ont été faites et à la fin on n'a rien retenu puisque le chantier de la justice du XXIe siècle n'aboutira à rien. Il ne faut pas croire qu'on peut améliorer la justice sans financement. Et en réalité, l'État ne veut pas mettre d'argent et en réalité on est en train d'administrer la misère de la justice et on essaye d'imposer aux avocats de supporter cette misère. Donc voilà où nous en sommes et c'est un état catastrophique de la justice dans ce pays et on ne peut pas accepter ce qui se passe et je crois que les pouvoirs publics doivent entendre le message parce qu'on ne va pas s'arrêter simplement des manifestations, on va aller jusqu'à l'épreuve de force. Vous savez, quand vous avez 36 000 avocats en France, c'est-à-dire tous les avocats de province qui arrêtent de travailler pendant une semaine, qui vont manifester, c'est que vraiment le temps est très très important pour nous et pour nos concitoyens et je crois qu'il appartient au pouvoir public d'entendre le message. On est prêt à discuter sur un certain nombre de sujets, mais il y a des propositions qui sont totalement inacceptables. Il ne faut pas croire qu'on fera fonctionner un moment la justice si on ne donne pas l'argent suffisamment pour ce budget de la justice, notamment la juridictionnelle. Je ne veux pas vous indiquer quel est le classement de la France au plan européen, mais c'est une véritable catastrophe par rapport à d'autres pays comme l'État français, c'est-à-dire les États démocratiques. Merci Frédéric Landon d'avoir été en ligne avec nous. Bâtonnier de Versailles, les avocats en grève mardi, mercredi et puis cette mobilisation, vous l'avez rappelé, vendredi matin à Versailles. Merci à vous. Nous passons au sport à présent dans cette édition du journal en ce lundi. Avant de retrouver juste après ce journal justement le 7-8 sport avec Anthony Reich, vous allez découvrir à présent un raid 100% féminin, le raid Amazon. La 13e édition se déroule jusqu'au 25 novembre au Cambodge. Des Yvelinoises relèvent ce défi et c'est loin d'être de tout repos. Reportage. Habituée des rallyes voitures, Anne-Sophie avait fait le tour du volant. Désireuse d'atteindre ses limites, il y a 1 an et demi, elle s'inscrit au raid Amazon, une compétition 100% féminine où les équipes enchaînent pendant plusieurs jours des épreuves de canoë, VTT et de course à pied. Ce point de rupture psychologique, cette directrice de marketing l'atteint lors de l'épreuve de trek. Je ne me souviens de rien, d'absolument rien de ce trek. J'ai couru pendant 15 km en ne me souvenant de rien. Je ne sais pas si je courais sur de la terre, sur du bitume, apparemment j'ai fait un peu de tout. Je me souviens de rien, je me souviens du bout de mes chaussures. C'est le noir complet. Le noir complet. Je suis tombée après l'arche d'arrivée. Je me souviens être allée voir l'organisatrice en lui disant mais l'année prochaine si je t'appelle pour te dire que je veux m'inscrire, surtout tu m'interdis de m'inscrire, je ne veux plus jamais vivre ça. Et elle s'était marrée en me disant non seulement tu vas me rappeler mais en plus tu vas te réinscrire. Résultat, ces bagages sont déjà prêtes pour cette 13e édition et avec 2 treks au programme, un joli pied de nez pour cette sportive qui n'avait jamais fait de footing jusqu'à il y a 1 an et demi. Mais le raid n'est pas seulement un défi physique, c'est aussi une aventure humaine qui vous transforme. À 42 ans, Anne-Sophie participe à son 2e raid, marqué par une première épopée inoubliable. Il faut aimer ces ambiances, il faut aimer les défis, il faut aimer avoir envie de se dépasser, il faut aimer avoir envie de se prouver. Je pense qu'on a toutes celles qui participent, en fait, on a quelque chose à se prouver. C'est une bulle également. Moi, le raid, c'est le seul moment où je suis Anne-Sophie. Je ne suis pas maman, je ne suis pas madame, je redeviens juste Anne-Sophie. Après la Malaisie en 2013, Anne-Sophie va découvrir le Cambodge. Mais l'Yvelinoise ne part pas pour faire du tourisme. Son équipe compte bien terminer parmi les 40 meilleurs. Habituée des... Une dernière information pour finir ce journal. À La Verrière, samedi, un cambrioleur a blessé à l'arme blanche le propriétaire d'un pavillon. Surpris par le propriétaire des lieux, il l'a blessé de 2 coups de couteau au visage et au thorax. Le pronostic vital n'est pas engagé. Je vous retrouve mardi 18h pour un nouveau journal, toujours en direct pour cette première édition. Excellente soirée.